je vais immédiatement, et on va passer immédiatement au thème 3, qui est qui est le suivant: investir dans le capital naturel et le préserver face au changement climatique. Ceci étant, les deux interventions précédentes s'inscrivaient également dans cette optique. Alors, et je vais donner la parole à mon cher collègue que je retrouve après des années. Nous avons travaillé sur les premiers doctorales marocaines, les premières, voilà, Marrakech, en 1996, la plupart, c'est ça? 95, c'est ça, 1980, voilà. Et la plupart d'entre vous ici n'étaient peut-être pas encore présents. Et donc, c'était les premières doctorales au Maroc. Alors, c'est Mahrouz, mon cher collègue Mustafa Mahrouz, il est de la faculté des sciences de Marrakech. Je vais me permettre de vous donner sa biographie. Il est enseignant encadrant, il a des expertises industrielles, il fait des animations notamment scientifiques, et notamment dans le domaine de l'INDH. Alors, ces domaines d'intervention sont la chimie analytique et de synthèse organique, l'agroalimentaire, la pharmaceutique et les systèmes de management HQSE. Il est expert technologique du RDT, Réseau de diffusion technologique Maroc-France. Il fait du diagnostic innovation industrielle auprès des PME. Il rédige un certain nombre de contrats industriels et de prestations. Il a mené des projets de partenariat France-Maroc, FSP, ministère de l'Industrie, Commerce et des Nouvelles Technologies, et en collaboration également avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur. Il va nous parler du cactus, exemple de capital naturel. Merci, Monsieur le Président. Cher auditoire, je suis très heureux d'être parmi vous et participer à cette journée sur la biodiversité, la valorisation, la conservation et l'amélioration de la biodiversité marocaine. Je suis docteur d'État en sciences pharmaceutiques, donc nous avons la chance de signer un contrat avec le ministère de l'Enseignement supérieur dans les programmes PPR, programmes prioritaires de recherche. C'est la première fois que l'enseignement supérieur investit 30 milliards de centimes sur ce programme. Nous avons été retenus pour faire la valorisation industrielle des produits de terroir, les plantes aromatiques et le cactus. Dans ce programme, il y a plusieurs partenaires, parce que c'est un projet multidisciplinaire. Il y a la fac de médecine et de pharmacie de Marrakech, l'hôpital militaire de Marrakech, à Bicêtre, l'ENES, Centre de l'eau, l'Institut Pasteur Casa, l'INRA, l'IRV, la fac de sciences FST Némilel, et aussi un entrepreneur, une entreprise. Donc c'est une recherche orientée. Recherche-développement, étude de faisabilité industrielle et élaboration de nouveaux produits afin de les commercialiser. Donc là, c'est un enjeu économique pour le Maroc de diversifier un capital ou le potentiel ou la richesse, mais c'est une richesse marocaine. À partir de cette richesse, il faut essayer de valoriser et élaborer de nouveaux produits afin de créer des entreprises à travers l'incubation. Effectivement, nous avons créé la première entreprise universitaire sur la valorisation de cactus, qui a été managée par Dr Menaïné à Etzbarman, le Sud. Également, faire créer des projets intégrés au sein des entreprises. Nous avons de la chance de trouver un partenaire dynamique, Booster, qui a la visibilité de création de nouveaux produits et booster l'exportation de ces nouveaux produits à partir des plantes aromatiques en élaborant de nouveaux biocosmétiques et également de nouveaux compléments alimentaires à partir de cactus. Voilà, c'est un enjeu et scientifique
et technologique et économique. Alors, je vais articuler mon exposé en deux parties. La partie, c'est la lecture, l'état des lieux, développement durable, problématiques, les solutions proposées. Et la seconde partie, je vais me consacrer sur le cactus pour vous dire ce que nous avons fait. Alors le plan simple, c'est les deux parties. Le développement durable, changement climatique, le COP22 Marrakech, ce qu'on attend de cet événement historique international, on va faire un constat, les ressources naturelles qui sont menacées, un modèle cactus, le nôtre, valorisation industrielle et le rôle que joue économiquement, écologiquement et socialement le cactus. C'est un modèle parmi d'autres, ça peut être une autre plante, ça peut être la verveine, ça peut être le thym, etc. Alors vous connaissez mieux que moi l'état du lieu sur le changement climatique. C'est vrai qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le monde voulait produire plus, investir dans la technologie de production et augmenter la consommation et par conséquence, gain, gain, gain. Et on a négligé par-dessus le marché la nature et la protection des ressources naturelles. Malheureusement, cette conséquence est dramatique. On sait que nous sommes tous des pollueurs. Il n'y a pas que l'entreprise. Là, j'attaque pas l'entreprise, mais nous sommes tous des pollueurs, que ce soit le citoyen, le consommateur, l'administration ou l'entreprise. Alors, nous éjectons plusieurs Alors, nous avons l'air, l'eau, le sol, les êtres vivants et l'épuisement des ressources naturelles. L'air est pollué par, que ce soit les gaz à effet de serre, que ce soit le CO2 ou d'autres molécules organiques, notamment tout ce qui est dioxine, et des polluants organiques très très dangereux pour la santé des êtres vivants. L'eau rejetée par tout le monde et les ménagers et les entreprises, cette eau est très très polluée et bien sûr elle est porteur d'un certain nombre de contaminants, que ce soit chimiques, physiques ou autres. Le sol, la même chose, il est bourré de pesticides, bourré de fertilisants, donc parce qu'on vise que la croissance, que la production, céréalière par exemple, ou légumineuses, et on se trouve avec un sol fortement contaminé. Les ressources naturelles, là c'est vraiment la récolte à outrance, on ne sait pas ce qu'on récolte, il n'y a pas suivi des bonnes pratiques culturelles, l'agriculteur il est cédé à son destin tout seul, il n'est pas accompagné, il n'est pas formé, il n'est pas sensibilisé, etc. Alors, l'environnement naturel où cohabitent vivants symbiose des êtres vivants, faune, flore est menacé. Cet équilibre environnemental entre la faune, la flore et les êtres vivants végétaux, d'origine végétale, d'origine halieutique, et également l'homme. L'homme, on a tendance à penser aux autres êtres vivants et on a tendance à oublier l'homme. L'homme, c'est la pièce maîtresse. Donc, il faut bien penser à cet être vivant qui peut apporter du bien à l'ensemble de l'écosystème. Donc là, on va essayer de dresser un tableau noir. Certains sont au courant des données des scientifiques. C'est catastrophique, c'est un tableau noir. Un tiers de la population mondiale vit au-dessous de seuil de pauvreté, de $2 par jour. Sur la planète, à chaque minute, 15 personnes meurent de faim. Chaque année, à peu près 3 millions de personnes meurent de la pollution de l'air.
Un cinquième de la population mondiale de plus de 15 ans ne sait ni lire ni écrire, dans presque 98% dans les pays du Sud. 50% des fleuves et des lacs européens et nord-américains gravement pollués. En un siècle, plus de 15% de forêts du monde sont disparues. 28 hectares de forêt disparaissent chaque minute. Destruction de la forêt amazonienne, équivalent de 7 terrains de football par minute. La destruction d'espèces animales et végétales. Une espèce sur 4 est menacée chez les mammifères. 1 sur 8 chez les oiseaux. 1 sur 3 chez les poissons ou les amphibiens. Et je peux continuer, la liste est très longue. L'ozone est menacé, provoque la mort prématurée à cause de sa perturbation par les gaz à effet de serre et les composés fluorés. 21 000 personnes en France en 2000. Ce chiffre devrait être multiplié par 4 d'ici 2030. Ce sont des résultats des publications de l'OCDE. La France est le 3e pays le plus touché par la pollution atmosphérique liée aux particules en suspension. 5 à 10% des cancers en France seraient liés à des facteurs environnementaux. En France, on estime le nombre de décès liés à l'amiante à 100 000 d'ici 2020. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'espérance de vie de la population mondiale pourrait augmenter d'environ 5 ans si on s'attaquait à l'un des 5 facteurs, essentiellement le facteur pollution et dégradation de la qualité de l'environnement. Aussi, avec presque 2 millions de décès d'enfants de moins de 5 ans par an dans le monde, dont plus de 98% dans 68 pays en développement, la pneumonie est la première cause de mortalité chez l'enfant. Également, selon l'OMS, environ 500 000 personnes meurent chaque année, etc., etc., etc. Et la liste noire est longue. Alors bien sûr, c'est l'activité humaine, c'est surtout l'activité accélérée potentielle des pays du Nord. L'Afrique ne participe même pas 6% des effets de serre et la pollution de l'air. Le reste, c'est les pays occidentaux, que ce soit l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis, l'Europe, et aussi la Chine et l'Inde. Alors la pollution de l'environnement est devenue une conséquence des activités humaines à cause de l'utilisation de l'énergie, surtout l'énergie fossile, que ce soit le pétrole, le charbon, le bois, etc., etc. Alors, ce qui est vrai est déterminé par les scientifiques, malgré qu'il y a des amalgames au niveau des hypothèses des effets de serre et l'augmentation de la température de la planète et les conséquences sur le réchauffement, la fonte des glaces, et bien le gaz carbonique, on est le responsable. Pas le seul, mais il est le principal responsable d'augmentation de la température. Malgré les contradictions des hypothèses de travail, parce qu'on fait une modélisation à l'échelle planétaire. Chacun fait des équations qui lui plaisent, chacun fait l'optimisation qui lui plaît, etc. Et chacun défend son plan d'action scientifique et argumente les résultats obtenus. Mais toujours est-il, le coupable, c'est le CO2. Alors bien sûr, maintenant on commence à réfléchir, qu'est-ce qu'il faut faire? Et tout le monde connaît l'histoire de développement durable, et Madame Brundtland, ex-premier ministre norvégienne, qui a tapé sur la table, il a dit arrêtez, il y a un problème, la planète est en péril. Il faut penser encore à d'autres choses, où l'économie n'est pas le seul objectif, le gain n'est pas le seul leitmotiv, il y a d'autres paramètres qu'il faut intégrer dans le bien-être de l'homme. C'est le capital écologique et le capital social ou sociétal. Sachant que ces trois interactions entre ces trois capitaux, ou ces volets des concepts social, économique et environnemental, il y a également deux boules qui manquent. La quatrième, c'est la bonne gouvernance internationale. Et également l'engagement obligatoire de tous les pays responsables de la pollution, sachant que le Maroc doit lever un challenge
pour essayer d'intégrer le maximum de signataires, d'accord, et appliquer, bien sûr, les résolutions non encore appliquées par les pays pollueurs. J'arrive à mon sujet. Alors, le cactus. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'abord au niveau de notre laboratoire? Alors, notre laboratoire, c'est une équipe de recherche, développement, innovation, développement durable et chimie verte. Nous essayons, bon, en tant que chimistes, d'aller vers une chimie responsable, durable et propre. Alors, la chimie verte est très très importante. C'est une nouvelle science qui est née en essayant de jouer sur un certain nombre de paramètres, des déchets zéro, risque zéro, énergie, essayer d'utiliser l'énergie renouvelable, utiliser des catalyseurs, bien sûr, et réduire l'utilisation de l'eau. Et également, essayer d'optimiser la matière première. Au lieu que ce soit la matière fossile, pétrole, les composés organiques, essayer de travailler, comme a annoncé tout à l'heure Madame Charouf, sur l'utilisation de la matière végétale, pas extraite purifiée, mais la matière végétale en vrac telle qu'elle est, feuille ou autre. Nous travaillons avec des entreprises sur l'élaboration de nouveaux éco-procédés. Nous avons eu un contrat industriel avec une PME qui fait de l'export des plantes aromatiques. Le problème qui se posait, c'était la qualité sanitaire des tisanes. Alors vous savez que les tisanes, en général, malgré l'instauration de bonnes pratiques d'hygiène, certification ISO 22000, HACP, on ne peut pas contrôler l'externe. C'est-à-dire de la récolte à la réception, il y a plusieurs circuits, plusieurs intermédiaires, et la matière première arrive contaminée. En général, les entreprises qui produisent ce genre de produits, en général, ils font des traitements en vrac, comme au Canada, bien sûr, comme on fait sur les épices, on utilise les radiations gamma. D'accord? J'ai travaillé beaucoup sur les radiations gamma avec les Canadiens, avec une grande société marocaine, la SODEA, d'accord? Et ça crée un surcoût pour l'entreprise. Il faut qu'il envoie des tisanes à une station de traitement d'irradiation, parce qu'au Maroc, ça n'existe pas une station de traitement par irradiation à l'échelle industrielle. Il y a des centres d'irradiation en recherche et développement, que ce soit à Mamora, d'accord, ou l'INRA de Tanger, mais pas à l'échelle industrielle. Donc l'entreprise doit exporter les tisanes traités par irradiation, revenus, empaquetés et envoyés aux clients. Alors, nous, on a essayé de proposer un éco-procédé compétitif que la technologie d'irradiation. Nous avons arrivé à un procédé, éco-procédé, flash pass, un choc thermique léger associé à un produit bionaturel, et on est arrivé au même résultat. Un prototype, un procédé durable à base d'énergie solaire, choc thermique et un additif, et on a pu arriver à une qualité sanitaire des tisanes marocaines destinées à l'export. Également, nous avons eu la chance que notre projet ait été retenu, et on travaille avec une entreprise sur l'élaboration de biocosmétiques à partir des plantes, certains plantes, bien sûr, et également à partir de cactus. Alors, le cactus, bien sûr, il est composé, c'est une plante, un petit arbre miracle. Madame a parlé tout à l'heure de l'économie économiquement utile ou intéressant. Et bien cette plante, d'accord, elle est économiquement intéressante, écologiquement intéressante et socialement intéressante. C'est une plante, d'ailleurs, qui s'inscrit dans une démarche durable. La production est rapide, limitée dans le temps, la masse obtenue est énorme, il n'a pas besoin d'eau, au contraire, elle peut fournir de l'eau, c'est un puits d'eau, c'est un réservoir d'eau. Également, il peut enrichir l'atmosphère, le climat en oxygène, mais surtout, c'est un carboxyvore. Il bouffe, il absorbe là où il y a le CO2. On n'a pas découvert cette plante, on l'a valorisée, existe,
Mais malheureusement, ce plan est délaissé par tout le monde, aussi bien par le fillah, qui يقول لك أنا أحمق غنمشي نقطع الكرموس ندير ليه والدرقة ندير ليها ولا نعطيها حتى للبهايم. Même le bétail refuse de manger la raquette. عساكم أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Alors, on a essayé de valoriser l'ensemble de la plante. La raquette et le fruit. À partir de la raquette, on a produit le nouveau pain magique. Alors, c'est un renforçant alimentaire qui peut être compétitif aux lentilles. Les prix de lentilles maintenant, c'est à 30 dirhams. D'accord? On peut acheter la poudre de cactus à moins de 5 dirhams. Et la poudre de cactus est plus riche en fer que les lentilles. Également, on peut donner une soupe à un enfant de 2 ans pour booster la croissance, la calcification des os, parce que la raquette contient plus de calcium que dans le lait. Donc la richesse est à côté de nous. Mais il faut quand même créer une interaction avec cette biodiversité en partenariat win-win. Vous êtes là, mais nous sommes ici. Et ça, c'est très important. Ça ne peut que marcher. Et pour l'ensemble des partenaires, que ce soit la société, le filaire, l'enfant, le chômeur, le diplômé chômeur, etc., pour l'ensemble, tout le monde est gagnant. On peut créer une richesse et même lancer de nouveaux produits compétitifs sur le marché international. Au lieu de faire le remake, tout fait la même chose. Alors également, à partir de cactus, nous avons produit le nouveau biocomposite. C'est un nouveau biopolymère à partir des microfibrilles de cellulose. Donc ça, c'est le côté scientifique. On passe de la science à l'économie. Mais il faut faire le travail préliminaire scientifique. Caractériser, identifier, séparer et tester. Avec des physiciens dans nos lois, nous avons produit des biocomposites. Très très intéressants sur le plan propriété mécanique. Nous avons également produit de l'huile, mais l'huile de bonne qualité. On sait où il faut le trouver, on sait comment il faut le faire, etc., afin de préserver la qualité totale microbiologique, qualité physico-chimique, organoleptique. Alors également, dans la raquette, nous sommes en train de travailler, faire des tests cliniques. On a élaboré de nouveaux bio-biscuits, des petits biscuits à une masse de 2 à 100 grammes, riches en substances bioactives contenues dans la raquette. Et on va essayer de faire une batterie de tests, priorité antidiabétique, deuxièmement anticholestérolémique, avec aussi bien l'hôpital militaire en interne, c'est-à-dire des malades hospitalisés, qu'avec le CHU Mohamed VI de Marrakech sur les malades externes. Et on s'attend à une efficacité thérapeutique, biothérapeutique, mais ça c'est une action sociale que nous faisons. On ne va pas vendre, mais on va essayer de sensibiliser les associations de la campagne, les malades vulnérables, qui ont le diabète, qui ont l'inflammation et d'autres maladies, non, à qui on peut prescrire à des prix abordables ou gratuitement, ça dépend comment on peut faire. Hein. On peut réfléchir sur l'action sociétale pour essayer de pallier à cette maladie d'abord, sur le plan santé, et également pallier aux problèmes économiques, la cherté des médicaments chroniques. Alors, également, nous avons essayé de faire un modèle cactus, atmosphère, pour essayer de voir ce pouvoir carboxyvore. C'est-à-dire qu'avec l'université de Marie Curie Paris et avec l'IAV, nous avons abordé ce test afin de mettre
en évidence la vérité scientifique de cette captation de CO2. Et nous avons inséré, parce qu'on a constaté que d'après le mécanisme, et pour la première fois on découvre des oxalates dans la cellule de cactus, cette oxalate provient via un métabolisme spécifique à partir de CO2. Tout le CO2 absorbé se transforme sous forme d'oxalate. Également, nous avons constaté que la plante est un épurateur des sols contaminés en plantes. Certains sols du Maroc où il y a le cactus, on a constaté que le cactus peut filtrer, pomper les contaminants lourds, notamment le plomb. Alors également, nous avons découvert pour la première fois des nouvelles pectines, gélifiants halal, d'accord? On les a caractérisés pour la première fois, et les Mexicains, qui sont fiers de le cactus, nous emboîtent le pas à chaque fois qu'on publie, le site publie. Nous avons publié sur l'oxalate, ils ont publié sur l'oxalate, nous avons publié sur les pectines, ils ont publié sur les pectines, et ainsi de suite. C'est bien, c'est une compétitivité scientifique, et que le meilleur gagne. Alors, bien sûr, le relais commercial, qui va s'en occuper? C'est bien sûr la société avec qui on travaille. Ils ont acheté des machines spéciales de l'Italie pour faire la formulation industrielle de ces biocosmétiques à partir de, à base de cactus et à base des plantes aromatiques. Voilà, je vous ai parlé de cet art miracle qui a un rôle écologique. Il peut freiner la désertification. C'est une plante qui peut booster l'économie de montagne, qui permet de créer et sédentariser, enfin créer une richesse locale à la campagne et sédentariser les agriculteurs, leurs familles, afin de pallier à l'exode rural. Donc là, on va créer une richesse sur place, des coopératives, et il va y avoir un relais industriel pour la transformation de cactus et la formulation par l'entreprise qui va bien sûr s'adresser malheureusement pour les biocosmétiques qu'à l'export. À la conclusion, il faut arrêter cette perturbation de cet écosystème. Il faut que tout le monde, que ce soit l'élu, le citoyen, le consommateur, le contribuable, le client et les opérateurs industriels, de préserver les ressources naturelles. C'est un capital, c'est une richesse qu'il faut valoriser et sur le plan social et économique et préserver pour des ressources naturelles durables. Pour atteindre ces objectifs, bien sûr, sensibilisation, responsabiliser le citoyen, l'école, la famille, le quartier, l'élu, etc. Et essayer de créer une synergie entre l'entreprise, la société civile, l'université, les centres de recherche, les clusters. Tout le monde est gagnant. Et on entend beaucoup du COP22 afin de faire valoir, bien sûr, la conservation de la biodiversité et surtout, bien sûr, pallier à la réduction des effets, des impacts négatifs sur le climat, bien sûr, et réduire, bien sûr, les changements climatiques. Je pense que j'ai tout dit. Réduire la consommation d'énergie, c'est-à-dire faire un peu de ce qu'on appelle la recherche et développement innovant ou l'innovation verte, évoluer vers l'utilisation de l'énergie durable, la matière, ressources naturelles renouvelables, favoriser l'innovation bien sûr, réduire l'utilisation d'énergie ou la substituer par l'énergie durable. Sur le plan social, il faut nourrir 9 millions de personnes d'ici 2050. Commerce équitable, vertical, horizontal, c'est-à-dire il faut rendre à César ce qui n'appartient pas à sa femme. Il faut que l'ouvrier, l'agriculteur, gagne comme le maillon de la dernière chaîne. Également, entre le sud et le nord, autant on achète 1 kilo de coton à $1, chez un Égyptien, autant l'acheter à $1
chez l'américain, ou réajuster les prix. Réduire la consommation d'énergie et matières premières, favoriser l'innovation technologique. Sur le plan environnement, assurer l'équilibre de la biodiversité, la conserver, l'améliorer, etc. et la préserver. Limiter l'impact sur le réchauffement climatique, utiliser les ressources naturelles de manière durable. Alors j'ai élaboré un schéma synoptique, essayer de booster la recherche innovante, de faire l'innovation verte, la main dans la main, tous les intervenants, que ce soit le citoyen, le consommateur, les associations, les ONG, la société civile, bien sûr, les institutions internationales, OMS, FAO, l'OMC et également l'environnement au niveau des Nations Unies, booster l'innovation verte. L'entreprise doit être impliquée davantage, doit être responsable, la responsabiliser, d'accord? Et voilà, la main dans la main, aider la recherche, l'innovation verte pour préserver les ressources naturelles. Sans ces ressources naturelles, l'homme ne peut vivre et perdurer. Merci de votre attention. Merci, professeur Mehrouz, pour cette étude de cas, parce qu'il s'agit effectivement d'une étude de cas sur le cactus marocain, sur ses bienfaits. Donc le professeur Mehrouz a commencé par nous introduire dans le processus d'apparition du développement durable. Donc il nous a dit comment ce développement durable est né, quelles ont été les raisons principales de son émergence, et après il nous a transportés vers son laboratoire, qui est un laboratoire de chimie durable. C'est ça, c'est-à-dire qu'il se veut comme étant un laboratoire de recherche qui fait de la chimie durable. Et il nous a parlé de deux cas. D'abord les tisanes intéressantes qui se vendent un petit peu partout dans le monde, et ensuite de ce fruit miracle, hein, selon ces termes, qui est le cactus. C'est extraordinaire. C'est vrai qu'on en raffole, hein, le cactus, c'est-à-dire le fruit du cactus. Moi-même, j'adore manger ça tôt le matin avant de prendre mon petit déjeuner. Ça me fait... Il faut faire attention, c'est tout. Mais c'est extraordinaire. Parfois, on attrape des fous rires comme ça, mais c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que l'étude de cas de M. Mehrouz rejoint en fait l'étude de cas de Mme Charouf, parce que ce sont deux produits. L'un est marocain, mais à ma connaissance, le cactus n'est pas d'origine marocaine, c'est-à-dire qu'il a été importé par les Espagnols, n'est-ce pas, professeur? Les Mexicains. C'est ça, par les Espagnols au Maroc. Il se vendait pas du tout cher, mais actuellement, il commence à prendre de la valeur. Et par le HCEFLCD, c'est ça? C'est ça, le Haut Commissariat aux eaux et aux forêts. Alors, donc les plans d'adaptation développés par le Haut Commissariat pour faire face au changement climatique. À vous la parole, cher monsieur. Merci. Merci, Monsieur le Président, et mon assistance. C'est réellement un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour essayer un petit peu de parler je crois que les collègues ce matin, ils ont parlé du PIB, ils ont parlé de la biodiversité. Actuellement, au niveau du département des eaux et forêts marocain, le Haut Commissariat aux eaux et forêts à la lutte contre la désertification, on va essayer un petit peu d'appréhender rapidement en fait quels sont les plans d'adaptation pour essayer un petit peu de ralentir ou de faire face à cette problématique au sens large du terme qui est le changement climatique. Et on va tirer des exemples en fait beaucoup plus concrets pour élucider en fait et montrer ça. Le plan adopté, donc on va parler un petit peu des écosystèmes forestiers, leur importance rapidement, une dynamique qui est très complexe
la faune, la flore, le climat, l'eau, le sol, c'est un écosystème en interaction continue, et également quelles sont les conséquences. On va parler rapidement quels sont les outils d'adaptation, et en dernier lieu, on va essayer un petit peu de faire un focus, parce que les programmes d'adaptation lancés par le département des eaux et forêts et le Haut-Commissariat, il y a un grand éventail. Ici, dans cette présentation, on ne va pas toucher tout, mais on va faire un zoom sur l'un des principaux ennemis, en fait, et qui est en liaison directe avec la problématique des changements climatiques, qui est pour nous, en fait, les incendies de forêt. C'est quelque chose de très perceptible. Une forêt de 300, 400, 500 ans peut partir en fumée, en fait, en 5 minutes. Et c'est l'impact rapide. L'homme le voit, la société civile le voit. Le plus naïf d'entre nous, en fait, il voit réellement l'effet des changements climatiques. Il voit réellement un des facteurs clés du dégagement du gaz à effet de serre. On va voir quelques photos. Et également, en fait, l'un des grands perturbateurs, en fait, est derrière le dérèglement climatique. Également le feu de forêt, tout simplement. En fait, il est l'un des facteurs qui est responsable de la soustraction d'un élément essentiel dans la séquestration du carbone. Les forêts, rapidement, en fait, peut-être que les collègues ils ont parlé de ça ce matin, en fait, c'est les 5,8 millions de forêts qu'on a à l'échelle nationale sur un domaine forestier qui est de 9 millions d'hectares, très riche, très diversifié. Donc, il y a du chênier, il y a de l'arganier, comme la collègue, en fait, il a présenté tout à l'heure, le tuya, les acacias, le chêne vert sur une superficie de plus de 1 500 000 et plein d'autres espèces. C'est une richesse et une diversité qui a sa place, en fait, parmi les pays, en fait, du bassin méditerranéen. Rapidement également, pour être pragmatique, voilà la simulation, en fait, de la direction de la météorologie nationale, des experts, en fait, des algorithmes derrière. La simulation, tout simplement, on prévoit d'ici 2100 une augmentation de la température de 2 à 5 degrés Celsius et également une diminution des précipitations de l'ordre, ça dépend des zones, vous les voyez au niveau de la carte qui est à votre gauche, et une diminution des précipitations de moins 5 à moins 50%, on le perçoit en fait cet été, 2016, c'était parmi les plus chauds étés jamais enregistrés au niveau du globe. Quand on voit les courbes, réellement, ça fait peur. Et la même chose, en fait, le retard des précipitations. Donc, ce dérèglement perceptible chez nous, en fait, techniciens au niveau des eaux et forêts, ça va inciter à une reconfiguration de l'espace naturel, bien évidemment. Et également, il y aura un changement. On a commencé à le voir au niveau des cervets du Moyen Atlas, au niveau du frêne, un changement au niveau des étages bioclimatiques des espèces. Rapidement aussi, ce schéma-là, donc la complexité des écosystèmes forestiers, il y a les facteurs naturels, il y a les précipitations, le dérèglement des précipitations, l'augmentation également des vagues de chaleur, l'augmentation des températures, c'est l'irrégularité au sens large du terre, du climat, couplé bien évidemment à tout ce qui est action anthropique, c'est l'homme, c'est la croissance démographique, c'est la pression sur les ressources de plus en plus aussi bien par les industriels, par l'homme lui-même, d'accord. Donc comme il a dit en fait le collègue tout à l'heure, en fait on est des pollueurs et on est des ravageurs nous-mêmes en fait des espaces naturels. Il faut réguler quelque part ces choses-là. Un facteur amplificateur, on a commencé à le percevoir. Maintenant, c'est les changements climatiques. Tout parle des COP, c'est la COP 22, d'accord. Mais est-ce qu'on n'arrive pas trop tard, d'accord? C'est l'une des questions clés maintenant qui se posent. Donc tout ça, c'est l'effet amplificateur du changement climatique. Et il y a des conséquences en parallèle. Les conséquences sur les ressources, donc tout ce qui est dégradation des écosystèmes, la perte de productivité également, tout ce qui est rareté de l'eau, d'accord. Dieu merci, on a les barrages, mais les barrages maintenant, si on calcule les moyennes, on est à 55% en fait du taux de remplissage et on attend avec impatience déjà les pluies. Sur l'économie, tout ce qui est socio-économique également, l'augmentation, l'accentuation de la population, on attend d'ici 2050
presque on sera sur Terre aux alentours de 12 milliards de personnes. Et il faut nourrir ces personnes. Les plans d'adaptation, tout simplement, donc au niveau de la stratégie du Haut-Commissariat, il y a 2 niveaux pour essayer un petit peu de faire face à ce facteur amplificateur des changements climatiques. Il y a ce qu'on appelle la gestion adaptative et il y a ce qu'on appelle la gestion anticipative. Il faut essayer un petit peu de se placer au devant de la scène, au devant de l'événement, pour essayer un petit peu d'atténuer en fait son impact. C'est tout simplement ce qu'on appelle la gestion anticipative. La gestion adaptative, c'est tout simplement augmenter la résilience des écosystèmes forestiers, réduire leur vulnérabilité, tout simplement pour s'adapter. Pour les forêts, il faut toujours, dans les programmes actuellement qu'on lance, avec les ingénieurs, avec les techniciens sur lesquels on travaille, c'est tout simplement de préserver et de garantir cette conservation des ressources génétiques. Il ne faut plus qu'on pollue en fait nos écosystèmes. Je schématise ce là. Il ne faut pas, par exemple, prendre en fait des graines issues de la forêt de Marmora et les mettre au niveau par exemple, au niveau de Chefchaouen sur le Chélier. D'accord? Il ne faut plus qu'on pollue nos écosystèmes. Il faut essayer un petit peu de préserver ce potentiel génétique national. La sylviculture adaptative, tout simplement, il faut qu'on régule une espèce, il faut le dimensionner de manière à ce qu'il s'adapte au contexte là où il peut croître normalement. Le choix des espèces, le choix, favoriser tout ce qui est espèces autochtones. Je passe rapidement parce qu'il y a plein de choses à dire derrière, mais le temps en fait il est court. Les aires protégées, c'est les espèces et les habitations qu'il faut conserver. Les bassins versants également, c'est traiter tout ce qui est à la main. En fait, nos barrages, oui, les barrages ils sont là, mais si on ne traite pas la main, en fait, c'est les pluies torrentielles qui vont venir, et par suite, la durée de vie d'un barrage, tout ce qui est envasement des barrages à l'aval, ça va faire rapidement, et votre barrage ne sert à rien dans 30 ans, 40 ans. Tout ce qui est dune littorale, l'ensablement, on est un pays à risque de désertification. La forêt, pour nous, il compte doublement. L'arbre, au Maroc, et les pluies est 1000 fois plus cher que les pays du Nord. Pourquoi? Parce qu'on est un pays à risque de désertification. Eux, au Nord, les peuplements, les écosystèmes forestiers sont dynamiques. Ils ont les pluies qu'il faut, d'accord? Ils ont en fait l'enneigement qu'il faut, ils ont les sols qu'il faut. Nous, il faut qu'on protège doublement en fait, nos forêts parce qu'on est guetté par derrière, en fait, c'est tout ce qui est ensablement, tout ce qui est sécheresse et tout ce qui est désertification. Les forêts urbaines également, voilà, d'accord, c'est tout ce qui est cadre de vie qu'il faut améliorer également pour la population qui se trouve, c'est des défis en parallèle. Et tout ce qui est cours d'eau et barrages, que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est pour l'adaptation. Tout ce qui est gestion anticipative, j'ai cité 4 exemples. Le premier, c'est tout simplement le suivi de la biodiversité. On a vu quelques chiffres au niveau du CNH. C'est débitatif, c'est des alertes. Il faut qu'on lance les alertes au moment opportun. Il ne faut pas venir en tant que pompier pour un feu. Il faut essayer un petit peu de prévenir les événements bien qu'il arrive. Les feux de forêt, on va en parler rapidement. Également, tout ce qui est santé de forêt, les peuplements, les dépérissements, les mortalités, les espèces invasives. Et également, tout ce qui est suivi monitoring de la désertification. Ces 4 points, ils sont en lise. Mais on va, comme j'ai dit au départ, on va mettre un zoom tout simplement sur les feux de forêt. Ça, c'est un exemple de feu qu'on a encaissé le Maroc en 2006. C'est un feu où on est resté, je crois, 12 jours sur ce terrain. Il y avait des morts derrière, au niveau des opérations de lutte. Cette image, en fait, il paraît peut-être qu'elle est belle, mais il n'a rien de beau que peut-être avec la lune qui existe au fond, d'accord? Mais ça, c'est, on dirait, un volcan, d'accord? C'est les gens qui ont vécu réellement l'événement, et vous voyez la catastrophe. Si je vous mets un petit peu de lumière, voilà le feu en le jour. Ça, c'est la même image. C'est un feu, en fait, qui a ravagé en, j'ai dit 14 jours, presque 1500 hectares. Toute la mobilisation, l'aviation,
les Français étaient là, également au niveau de la coopération internationale, les Espagnols, tout le monde était ici. Et on voit déjà ce feu-là, d'accord? On encaisse. La question de cœur, c'est comment préserver ça, d'accord? C'est comment agir en matière de gestion anticipative, en gestion proactive, la veille, pour essayer un petit peu d'éviter ça. C'est ça vous voyez en fait ces feux, ce qu'on appelle les parties incandescentes, et ça montre au niveau de la ligne de convection de ce feu, et ça se transforme et ça se lance de plus de 500 à 600 mètres. C'est un feu très très dangereux, c'est un feu très très fort, où on dégage des milliers de kilowatts par mètre carré de front. Voilà le feu, en fait, le Maghreb, maintenant je connais ce genre de feu. Il y avait plus de 20 ans. L'impact des changements climatiques, c'est des dépérissements, c'est des mortalités, c'est des arbres sur pieds sèches qui augmentent l'intensité de ce genre de phénomène. Voilà, c'est un feu. Ce feu-là, je me rappelle très bien en 2006, qui était concomitant avec celui-là. Ça, c'est au niveau de la forêt des Lèges, d'accord, sur Cheikh Liège. Il n'y a pas de plus pire pour un gestionnaire, pour un opérationnel, aussi bien l'armée de l'air que l'armée de l'air, de gérer des feux concomitants. On arrive parfois au niveau du centre de gestion des risques climatiques forestiers à suivre plus de 11 feux en même temps à l'échelle nationale. Et vous voyez en fait l'état, combien je dirais, n'en parlons pas du capital humain, mais également du capital financier en fait, mobilisé pour juguler ce genre de phénomène, où l'humain, c'est lui le responsable. Plus de 99% des feux déclarés au Maroc, c'est l'homme qui le fait. Et je plaide au sens de mon ami, en fait, c'est nous les pollueurs. Et le niveau de risque, il n'est dit que c'est les habitations et c'est la vulnérabilité des personnes qui sont au courant de ça. Ça, c'est le dernier feu, je crois que vous avez eu l'occasion de le voir au niveau de la presse. Ça, c'est un feu de 2016 qu'on a eu au niveau de l'Arèche. C'est une vue aérienne, on a pris cette photo des collègues des Canadaires. C'est un feu de l'Arèche à l'issue duquel, en fait, on a coupé l'autoroute pendant une demi-heure, pendant une demi-journée, pardon. Et on a coupé également les voies de ferré. Et vous voyez les répercussions sociales et économiques sur ça. L'ONCF, il a dû, pendant une demi-journée, de transporter les personnes via Supratour. Et vous voyez, il y a des enfants qui pleurent. Il y avait presque 42 degrés de chaleur au niveau du mois d'août. Ça, c'est une vue terrestre, parce que ces images-là, elles tombent à la seconde au niveau du centre, pour essayer un petit peu d'orienter au niveau de l'aviation, d'orienter au niveau des équipes terrestres, d'orienter les équipes de première intervention, au niveau du haut-commissariat également, les collègues de la protection civile et l'armée de l'air et l'armée de terre. C'est le même feu. Voilà, cette image, elle a tombé l'une des questions qui se posaient au niveau du centre. Est-ce qu'il faut qu'on coupe le train? Oui ou non? C'était une décision qu'il faut prendre. D'accord? Voilà l'image qui a tombé, tout simplement, parce qu'il y a des répercussions. Qui doit prendre la décision d'arrêter les trains? D'accord? Voilà l'image instantanément à l'issue de laquelle on a pris la décision à ce que le train s'arrête. Et c'est des répercussions, en fait, du changement climatique sur les massifs forestiers. Parce que la forêt brûlera davantage en tant qu'élément d'impact sur les feux de forêt. Et voilà, en fait, ces images, on a beaucoup. En fait, c'est une vue aérienne sur, je crois, ce feu, c'est celui qui était au niveau d'El Tangemet. D'accord? Et les Espagnols croyaient qu'en fait, que Tangemet était en train de brûler. D'accord? En fait, c'est un feu de Nador. Également, on voit de l'autre côté, en fait, Lilia. Voilà l'espace sinistré après, le dégagement à effet de serre, dû aux incendies de forêt, qui contribuent de plus de 19% dans les gaz à effet de serre émis par les feux de forêt. C'est 19%, c'est les feux de forêt. D'accord? En fait, voilà, la catastrophe, elle est là. Comment le département, au sein du comité directeur, qui est constitué par le ministère de l'Intérieur, par le ministère de l'Équipement et du Transport également, par la gendarmerie, par les FRA, les Forces Royales Air, l'armée de terre également, comment en fait on réagit d'une manière synchronisée et dans un esprit de collaboration, parce que dans ce genre de catastrophe, vous voyez, tout le monde est là
D'accord, il faut essayer un petit peu d'agir à l'immédiat. Comment agir? En fait, c'est les procédures, tout simplement. Qui fait quoi, au moment de quoi, qu'est-ce qu'il doit faire, ou comment la main, il doit le faire passer. Il faut que ce soit rapide et qu'il faut que ça soit efficace, aussi bien sur le plan opérationnel que sur le plan communication, parce que le citoyen doit avoir, en fait, les éléments de base. Le risque, tout simplement, je passe rapidement, c'est l'augmentation face à cette problématique des changements climatiques, c'est l'augmentation, en fait, tout simplement de la pression. Je n'ai pas mis les graphiques parce qu'il y a plein d'éléments. C'est que les feux de forêt au Maroc, ils ont passé depuis les années 60-70 d'une moyenne de 150 incendies à presque 450. 500, même en 2004, on a enregistré 650 départs de feu. C'est l'humain, d'accord? Augmentation de la pression de mise à feu, tout simplement. Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, la cause, c'est les actions, comme j'ai dit, c'est l'humain. C'est la pression anthropique. L'augmentation de l'intensité du feu, on a vu, d'accord? C'est la matière sèche sur pied, c'est des allumettes sur pied qui n'attendent que le feu. Et ceci, il est dû essentiellement, la cause, tout simplement, c'est les changements climatiques, c'est les dessèchements, c'est l'irrégularité, en fait, des paramètres du climat, la température, l'hygrométrie, l'évapotranspiration, la réservoiture au niveau du sol, tous ces paramètres. Les conséquences, voilà ce qu'on a vu, la dégradation, c'est pas la peine que je me tarde sur ça, c'est la faune, c'est la flore en fait, c'est la destruction des ressources naturelles. Comment on répond? Je passe rapidement, d'accord? On répond à 4 niveaux, d'accord? Sur le plan prévention, sur le plan prévision, sur le plan intervention et sur le plan restauration des espaces. Et il faut agir rapidement, d'accord, vis-à-vis de ça. Sinon, vous avez vu l'image en fait désolante à la fin. C'est la perte de sol, c'est la perte, d'accord. Si on a un versant, d'accord, donc les jets de chat, juste après ça, tout en fait, le sol, il est perdu au niveau du lit de versant. Donc on agit rapidement, éviter l'éclosion, c'est la sensibilisation du grand public. Il faut qu'on sensibilise, on n'a rien que ça. Et en parallèle, un système coercitif, tout simplement, le cadre législatif et réglementaire. C'est la prévention, d'accord? Rapidement, en fait, tout ce qui est détection, comme j'ai dit, il faut se placer à l'avance des phénomènes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des cartes de prévision à l'avant, qui donnent la prévision du risque d'éclosion et du risque de propagation 2 jours, 3 jours à l'avance pour que vous pouvez alerter à l'amont en fait les unités d'intervention et les unités de guet. On a ça et on est opérationnel depuis 2008 sur ça, alhamdoulilah. Et on va voir des statistiques derrière. Donc les postes de guet, il faut investir sur ça également. Limiter la propagation, c'est les unités d'intervention. Donc il faut avoir des procédures, comme j'ai dit, pour intervenir. Qui fait quoi depuis le niveau central jusqu'au niveau régional, jusqu'au niveau local. Décisionnel aussi. Voilà, la prise de décision, il faut passer la main, d'accord? Et également, on fait tout ce qui est restauration, réhabilitation des espaces, les nettoiements, le suivi, la délimitation, le reboisement également, et l'effort pour revoir ce qui est les écosystèmes. Je n'ai pas eu le temps pour vous montrer des cas suivis par imagerie satellite, d'accord? Comment un feu, par exemple, je cite un exemple qui me vient à l'esprit, de 2004, un feu de 2004, les passes Isern, de côté de Shawen, maintenant c'est complètement cicatrisé. Il y a un effort, il y a des hommes de l'ombre derrière qui fournissent l'effort pour restaurer ces espaces. Voilà les cartes rapidement. En fait, c'est les cartes de prévision du risque. Il y a des risques, ce qu'on appelle les cartes statiques, c'est pour l'aménagement, là où il faut mettre les tranchées par feu, les pistes, les routes, d'accord, pour essayer un petit peu d'être le plus proche lors de l'éclosion du feu. Et également un risque dynamique, en fait, on est en liaison directe avec le calculateur de la direction de la météorologie nationale. Dès que les prévisions sortent à 5 h du matin, ils tombent au niveau du centre. Quelle est l'hygrométrie de la journée, la vitesse du vent, la direction, la pluviométrie également, qu'on couple avec des algorithmes un petit peu difficiles, d'accord, sur ça sans rentrer dans les détails, et on fait sortir cette carte via web. En fait, c'est en une communauté très réduite, en fait, c'est de l'intranet entre nous, l'armée de l'air, l'armée de terre également, pour voir en fait le risque. Et chaque risque
Parce que la carte n'éteint pas le feu. Hein. C'est bien, c'est trop beau en fait de produire une carte, mais ça ne sert à rien si vous ne mettez pas ça. Quel est l'ordre d'opération qui est derrière une carte? Un risque faible, ça veut dire quoi? Et comment le traduire en parade au niveau du terrain? D'accord? C'est ça les questions. En fait, c'est ça la proactivité en matière d'implication de tout ce qui est données météo, la valoriser par rapport à la typologie de combustible, par rapport au historique de pression annuelle de mise à feu de la région, pour produire en fait ce genre, c'est la procédure en fait. Sans rentrer dans les détails, quand il y a un niveau faible, qu'est-ce que le commissariat devrait faire? Qu'est-ce que la protection civile devrait faire? Qu'est-ce que la mobilisation de l'aviation devrait faire? Et c'est signé, c'est une procédure intra-départementale qui a montré son efficacité depuis son adoption en 2016. Voilà les statistiques. Donc, qu'est-ce qu'on voit en bleu? C'est l'augmentation de tout ce qui est nombre en exponentiel, comme elle a dit la collègue. En fait, pour le reboisement de l'Arganier, nous, on a également notre courbe d'exponentiel en matière de pression annuelle de mise à feu et l'augmentation des feux. Le Maghreb qui zèle les feux de forêt. D'accord? La pression, les gens mettent du feu, soit d'une manière volontaire, sans rentrer dans ce débat, ou d'une manière involontaire. Involontaire ou volontaire, on a tous les cas. Tous les cas, on les a. Les feux de Tanger ne sont pas les feux de Tétouan. Les feux de Tétouan ne sont pas les feux des Marmora. Ils ne sont pas les feux au niveau de l'Arganier, au niveau en 2010 et en 2000. Chaque cas, il est traité à part au niveau du centre de gestion des risques climatiques forestiers. Et on a une vision stéréoscopique de ce qui se passe au niveau du bled. D'accord? Au virgule près. Voilà, je reviens peut-être sur comment revenir, c'est ça. Voilà, qu'est-ce qu'on voit en fait depuis, on a choisi cette amplitude, mais on a les statistiques depuis 1960. Le nombre d'incendies ne cesse d'augmenter, mais la superficie, il n'a pas la même tangente. Le coefficient bêta n'est pas le même, et ceci montre clairement en fait l'effort déployé au cas par le département pour essayer un petit peu, et les collaborateurs, bien sûr, tout le comité directeur, comment essayer un petit peu de stopper ce fléau parce qu'il coûte très très cher. Je ne donne pas de chiffres parce que c'est dévalorisant. Comme j'ai dit tout à l'heure, un arbre pour nous coûte, il n'a pas de prix au Maroc. Une forêt au Maroc n'a pas de prix. Un pays désert, un pays sans forêt, c'est un pays désert. Et quand il y a de la désertification, il y a de la rareté de l'eau. Vos barrages ne servent à rien. S'il n'y a pas la forêt, il n'y a pas de pluie. Citez-moi un exemple mondial où un pays qui n'a pas de forêt, il n'a plus. Jamais vous l'avez trouvé ça. La forêt, c'est la pluie, c'est l'eau, c'est la disponibilité en réserve. Voilà les statistiques. On est passé des années 60 à 14 incendies par hectare, par incendie, 13, 14. On est parti à 7. Actuellement, on est à 2,3. D'accord, hectares par incendie. C'est une statistique à l'échelle du bassin méditerranéen qui est très, très, très honorable. Les statistiques, la moyenne, on est en contact avec l'IFIS, European Forest Fire Information System, au niveau du SPRA d'Italie, et on a toutes les statistiques. Le Maghreb, alhamdoulilah, ces 10 dernières années, il compte sur les doigts parmi les pays qui ont pu réguler, en fait, cette diminuer, non pas stopper. Stopper non pas en termes d'occurrence, mais stopper en termes d'impact. D'accord? Mais nous, on agit à l'aval de l'opération de diminuer les superficies brûlées. D'accord? Et on agit sur la population comme pour la sensibilisation. On ne peut réellement garantir à ce que l'occurrence diminue que par la sensibilisation et la surveillance des forêts. Voilà. Et vous voyez les statistiques à l'échelle de la carte du bassin méditerranéen. Je passe rapidement parce que je vais... Ici, c'est les risques phytosanitaires, en même temps, rapidement. D'accord? Donc, il y a également tout ce qui est suivi par le biais cartographique, par le biais... les critères pour lesquels on fait les suivis. Mais ce qui est important dans tout ça, voilà le système, d'accord? Le système de surveillance. Quand on parle de surveillance, une des questions, comment vous allez surveiller? Et est-ce qu'il y a un seul système de surveillance qui va vous faire monter l'information pertinente pour l'utiliser et être opérationnel au niveau des procédures? D'accord. Mais sans rentrer dans ce débat scientifique, très détaillé en fait, mais ce que je vous propose, c'est cette carte.
Actuellement, sur les 5, hectares de forêt boisée, on a 9 millions du domaine forestier, mais les 5,8, on est déjà, ce que vous voyez ici, c'est les points de surveillance. Sur les 5,8 millions d'hectares, je crois qu'on est à 85% maintenant de couverture, et ces points-là, ils sont suivis par des ingénieurs pour nous faire monter une base de données riche sur ce qui se passe au niveau du massif forestier, en termes de dégradation, en termes de déficit foliaire, en termes d'émondage, en termes d'occurrence d'espèces, d'accord? Et on a une très bonne base de données qui date actuellement de plus de 20 ans, et on essaie actuellement de faire des simulations adéquates pour voir tout simplement, comprendre le passé, c'est comprendre les simulations, les algorithmes derrière, pour essayer un petit peu d'être, comme j'ai dit au départ, il faut aller d'une manière proactive à l'amont des événements, sinon vous allez encaisser comme un pompier qui vient pour éteindre le feu. Voilà, merci de votre attention et j'espère que merci. L'augmentation de la température à l'horizon 2100, oui. C'est grave, et de diminution des précipitations moyennes au Maroc de -5 à -50%. Alors il dit qu'il y a des facteurs naturels, des facteurs humains qui, qui entrent en jeu dans ces considérations, et il nous propose 2 types de solutions. La première, ou le premier type de solution est ce qu'il appelle la gestion adaptative, comme augmenter la résilience, réduire la vulnérabilité, s'adapter au changement. Et le deuxième type de gestion est celui de solution est celui de la gestion anticipative, c'est généraliser la vigilance et l'alerte. Et il a fait un zoom sur un certain nombre de feux déclenchés au Maroc, et il nous a montré combien ceci peut avoir des effets négatifs sur tous les plans. Des choses que j'ai retenues et qui est intéressante dans l'intervention de M. Assali, c'est qu'un arbre au Maroc, étant donné les conditions dans lesquelles nous vivons, n'a pas de prix. C'est-à-dire la valeur de l'arbre est très importante. Et moi, ce qui me désole, et je termine avec ça, c'est qu'à Marrakech, on a presque détruit la palmeraie de Marrakech, et à Casablanca, on détruit les quartiers de villas pour construire à la place des immeubles. Est-ce qu'on n'est pas conscient, est-ce que les responsables de ces décisions, de ces deux décisions, ne sont pas conscients de la responsabilité qu'ils ont face à ce qui est montré? Est-ce qu'ils n'assistent pas à ce genre de séminaire? Je n'en sais rien, hein, mais les responsables doivent prendre conscience de l'impact négatif de leurs décisions. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à l'audience pour émettre des remarques, des observations, des questions aux différents intervenants que je tiens à remercier. Oui, madame. Je vais établir une liste, c'est ça? Une liste. J'établis une liste. Est-ce que une des étudiants... Je me présente, Dej Utissa, licenciée en développement territorial de la fac de Kradiriad. Actuellement, je prépare mon master en tourisme et développement durable, et je suis une actrice associative nationale aussi. Je m'excuse, j'avais bien voulu assister avec vous depuis le début de la journée, mais je viens d'arriver de Marrakech, donc je m'excuse, mais je suis ravie en tout cas. J'ai quand même capté des informations qui sont précieuses, qui vont m'être utiles. Lorsqu'on parle du changement climatique, surtout pour le Maroc, je pense qu'on oublie une chose, ou peut-être qu'on ne cite pas trop cette chose-là, c'est que le Maroc a des écosystèmes qui sont sensibles, qui sont vulnérables. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude mondiale maintenant, parce que le Maroc a 2 types de climats, donc qui se diffèrent du nord et du sud. Et on oublie aussi une autre chose, c'est que, à part ces écosystèmes qui sont vulnérables,
il y a aussi une pression économique, une pression surtout démographique, ce qui pose un grand problème. Pourquoi? Parce que maintenant, avec COP22, Conference of Parties, le Maroc a pris l'initiation ou son engagement pour un développement durable. D'accord. Donc, ma question, c'est que, de point de vue que le Maroc s'est engagé dans un programme de l'énergie, d'accord, et aussi de préservation de l'eau potable, à votre avis, comment on peut créer une synergie ou une cohérence pour atteindre une adaptation, une atténuation aussi, en parallèle avec la pression démographique qu'on a au Maroc? Est-ce que c'est la responsabilité de l'élite politique? Est-ce que c'est la responsabilité de la société civile? Est-ce que c'est la responsabilité des entreprises? Donc j'aimerais bien savoir, ou bien encore les centres de recherche. Donc c'est quoi, c'est qui le responsable de ça? Merci. Quelqu'un d'autre, s'il vous plaît? Bonsoir. Je me présente, je suis professeur Asma Arbaoui. J'ai deux questions, une pour M. Assali, une pour ma collègue Mme Charouf. M. Assali, c'est plus en fait une curiosité. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il en est des caméras thermiques quand vous essayez de prévenir je ne sais pas ce que... voilà, vous en êtes à l'échelle nationale. Et puis pour Mme Charouf, je pose la question tout juste au niveau des coopératives. Que font les femmes avec la coque d'argan? Je pose cette question parce que je suis ici aussi en ma qualité de présidente de l'association Énergie, Solidarité, Environnement qui œuvre énormément sur la mise à niveau énergétique dans le secteur thermal, et on rénove les chaudières améliorées déjà existantes par des chaudières à biomasse, donc en bonne partie la coque d'argan. Voilà, je vous remercie. Oui, merci. C'est Assali, je tiens à vous féliciter pour l'excellent exposé que vous nous avez fait tout à l'heure, et je profite de l'occasion pour remercier et féliciter le Haut Commissariat parce qu'ils nous ont été d'une aide très appréciable et dans la mise en place de cette journée, et puis les remercier pour leur implication effective durant cette journée. Maintenant, pour la partie que vous avez exposée, ce qui m'a attiré mon attention, c'est la partie qui concerne l'incendie. Donc je reviens sur la partie, je dirais, éclosion du feu. Et on sait tous que c'est à ce moment-là que se jouent les conséquences d'un feu. Et donc j'aimerais bien savoir comment vous faites et quelles sont les dispositions que vous mettez en place pour justement je dirais, détecter d'une manière la plus précoce possible l'éclosion d'un feu, que ce soit en termes de patrouille que vous mettez en place pour faire des rondes ou des moyens techniques que vous mettez en place. La deuxième partie, ça concerne l'intervention. Et là, j'aimerais savoir quelles sont l'organisation que vous avez, parce que bon, on sait que on a vu pas mal de feux dans des entreprises industrielles et on a vu qu'il y avait beaucoup de mal pour les éteindre, alors que pour le feu, avec la géographie, avec l'accès et tout ça, ça devient encore plus compliqué. Je ne sais pas si vous avez des scénarios préétablis avec des entraînements, etc. etc. Et puis, la troisième chose, vous avez tout à l'heure parlé de suivi du vent, du climat d'une manière générale, hein, des conditions météorologiques. Est-ce que vous avez des logiciels de modélisation qui vous permettent de prédire un peu l'extension du feu, dans quelle direction, comment, etc. Et à ce moment-là, vous l'intégrez au niveau de votre intervention. Et puis la dernière chose, vous avez évoqué des chiffres très intéressants en termes d'amélioration, je dirais, de
la prévision et de la réactivité en termes de... Parce que vous avez cité, si j'ai bonne mémoire, 40%, 60% de diminution des surfaces. J'aimerais savoir, est-ce que vous avez des statistiques encore plus fines qui permettent de savoir quelles sont la partie qui est due, je dirais, à la prévention en termes d'éducation, de sensibilisation, et la partie qui est due à la partie intervention et efficacité de cette intervention. Merci. Dernière question, s'il vous plaît. Bonsoir. En fait, j'ai une question concernant le rôle du secteur privé. Je m'appelle Fatem Salamajlio, je suis en train de faire une recherche sur la RSE et le rôle du secteur privé dans le développement durable au Maroc. Donc, exact. En fait, je viens de sortir d'un master et je suis en train de préparer mon proposal pour le doctorat. En fait, professeur Menevi ce matin a évoqué un problème d'investissement de la part du secteur privé dans la recherche et le développement. Professeur, j'ai oublié son nom, exactement, elle a aussi évoqué, elle a aussi évoqué ce problème. Elle dit qu'ils ont fait énormément de recherches, il y a eu uniquement 5 entreprises, je crois, 5 entreprises internationales qui ont répondu et aucune entreprise marocaine. Donc ma question est pourquoi ces entreprises marocaines ne vous font pas encore confiance? Pourquoi ils n'investissent pas dans la recherche et le développement? Est-ce que c'est un problème d'éducation? Est-ce que c'est les écoles de commerce et les universités qui ne font pas le rôle pour éduquer les futurs dirigeants qui sont aujourd'hui des étudiants pour comprendre les enjeux de la RSE? Ou est-ce qu'il y a un problème de communication et un manque de sensibilisation et de compréhension au niveau de ces projets, parce que je trouve que c'est vraiment con de ne pas investir. Quand vous me donnez des chiffres pareils au niveau du retour sur investissement, je trouve que c'est vraiment con s'ils ne le font pas. Donc voilà, donc c'est vraiment dommage. Merci. Donc on va se contenter de ces questions. Et ce que je demande aux intervenants, c'est de faire... Parce que la première question posée, je pense qu'il est ciblé, bien ciblé, bien sûr qu'ils sont les responsables. La responsabilité, est-ce que c'est partagé, direct ou indirect, sur la biodiversité, d'accord, la conservation, le maintien, cette richesse naturelle, spontanée, qui appartient aux Marocains. Vous savez, en agroalimentaire, lorsque on a un fruit, par exemple une pomme, on la laisse abandonnée à elle-même, vous avez un phénomène de dégradation spontanée, enzymatique, en interne, biochimique, et vous avez des agents externes, ce qu'on appelle les ravageurs. L'homme d'abord, prédateur, les insectes, les micro-organismes, et le climat, la température, le froid, etc. etc. D'accord? Donc, si vous avez une plante donnée, il va subir, même si c'est dans sa racine, il va subir les mêmes dégradations naturelles. Mais sachant que une plante peut subir une mutation dans le temps, comme un tissu organique. L'homme subit une mutation avec tout un ensemble d'influences physico-chimiques. C'est tout à fait spontané et logique. Personne ne peut nier cette réalité. D'accord? Alors, les causes sont directes. Qu'est-ce qu'on peut faire? La sensibilisation, essayer de créer. On ne va pas faire une conservation atmosphère modifiée. Il est ce qu'il est. Ça évolue. L'industriel, il va dégager les émissions, etc. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Des actions correctives, dissuasives, ou appliquer le règlement à la lettre. Gagner, oui, mais préserver la nature. C'est grâce à ces ressources naturelles que l'on va perdurer et bien sûr se
qui nous accompagnent, les êtres vivants d'origine animale ou d'origine végétale ou halieutique. Également, il y a des causes indirectes. Dans un État, il y a une gouvernance, il y a des lois, il y a des élus. Des élus, il faut qu'ils soient participatifs, il faut qu'ils soient innovants, et il faut qu'ils anticipent, d'accord. Il faut qu'ils soient conscients de cette réalité, perturbation de la biodiversité. Il faut les sensibiliser, il faut qu'ils aient des conseillers. Comme le ministre a des conseillers provenant, disciplinaires, économiques, etc. Il faut que ces conseillers soient au niveau communal ou au niveau parlementaire. Il faut qu'ils soient conscients qu'il y a un enjeu grave pour les êtres vivants. Il faut qu'ils prennent des lois, il faut que l'exécutif les applique. Voilà, je pense que j'ai approché la réponse à votre question. Merci, c'est bon. Merci, professeur Rose. La parole est au professeur Charouf. Alors, pour faire vite, je vais répondre aux deux questions de Mme Arbaoui et Mme Geloun. Pour ce qui concerne la coque d'argan, effectivement, elle est utilisée comme pour l'énergie. Donc, on l'utilise pour la préparation de repas, également pour les fours et pour les hammams. Mais il y a un manque du point de vue recherche. Si vous avez envie de vous investir, il n'y a pas assez de recherche sur cette biomasse. Pour Mme Benjeloun, pourquoi les industries marocaines n'investissent pas dans la recherche, c'est exactement les questions qu'on se pose. On ne sait pas pourquoi. L'industrie pharmaceutique, ils travaillent tous avec les licences. Ils ont le principe actif qui vient d'Europe. Ils font la galinique. Tout ce qu'il faut ici, c'est la galinique, une transformation, soit en comprimé, soit en gélule, soit des ampoules buvables, etc. Mais il n'y a aucune recherche sur le principe actif. C'est vrai que ça coûte de l'argent, hein. C'est pas donné. Ça coûte beaucoup d'argent pour amener un produit jusqu'à la commercialisation. C'est de l'argent, du temps. Je vous dis, il y a entre 15 et 20 ans. Ça, c'est la moyenne. Et bon, même pour l'argan, le travail qu'on a fait, moi, ça fait presque 30 ans que je travaille en recherche sur l'argan. J'ai, à part combien à peu près 600 000 dirhams que j'ai reçu du gouvernement marocain, j'ai pas reçu plus. Les coopératives, on n'a pas voulu déposer de brevets sur tout ce qu'on avait sur l'huile d'argan. Tout le monde en profite, les coopératives, les industriels, mais il n'y a aucun sou pour la recherche. Personne ne donne un dirham sur. Moi, même plus, il y aura même des clients. Normalement, si vous avez des clients, eh ben, vous donnez au moins un petit pourcentage. Eh ben, quand je vais dans une coopérative, comme je me suis vraiment habituée à l'huile d'argan, à la consommer, je l'achète. J'ai jamais eu un seul litre gratuit. Donc, ça c'est. Personnellement, je ne veux pas le faire. Je ne veux pas qu'on me dise, bon, il a fait ça pour ça. Mais pour vous dire que personne n'investit dans la recherche. Et c'est dommage, parce qu'on peut aller plus loin. Alors, on est tout le temps en train de rédiger des requêtes, rédiger des rapports. Qui dit requête, demande de financement. Après, c'est des rapports tout le temps. Et voilà. Il y a même la région qui a beaucoup d'argent. Il y a même l'Anzoua maintenant qui a beaucoup d'argent. Mais nous, les chercheurs, pour la valorisation du produit, il n'y a aucun chercheur, que ce soit moi, les collègues de Fès, de Casablanca, qui font de Marrakech, qui font un excellent travail, hein, tous nous travaillons avec la poche, en mettant la main à la poche, ou alors en demandant en écrivant des requêtes pour des bailleurs étrangers. C'est vraiment dommage, parce qu'il y a les potentialités au Maroc, et on peut faire vraiment valoriser notre biodiversité. Vous avez vu le cas de l'huile de cactus, des plantes médicinales, il y a beaucoup d'autres, et il y a des plantes qui sont endémiques. Donc, pour nous expliquer, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole de Nagoya, on voulait faire des contrats pilotes entre des industriels et des Marocains. Parce qu'on est en train d'élaborer une loi. La recherche est très importante pour comprendre. D'ailleurs, on a soulevé un problème important. Au niveau du secrétariat de la CBD, ils n'ont pas pensé, hein, parce que je crois que M. Mébi vous a dit qu'il y a une, comment ça s'appelle, clearing house,
où toutes les sociétés doivent, quand on s'engage dans le protocole de Nagoya, toutes les sociétés doivent envoyer le PIC, le MAT, etc. Or, toutes les industries avec lesquelles on travaille, il y a un problème de confidentialité. Ils ne peuvent pas. Et ça, ils n'ont pas tenu compte au secrétariat de la CBD. C'est maintenant qu'ils ont corrigé, parce qu'il faut tenir compte de la confidentialité. Et donc, ces contrats pilotes, c'était pour comprendre, c'est pour accompagner aussi le projet, pour mettre des projets pour comprendre un petit peu comment ça marche. Donc, heureusement que je travaille avec un certain nombre de laboratoires cosmétiques. On a fait facilement des projets, dont un, il est vraiment en très bonne voie. On va vraiment passer, enfin deux qui vont en bonne voie, on va arriver à un maths. Mais sinon, je viens tout juste d'avoir accroché un Marocain qui m'a dit « Ok, je m'engage ». Et pourtant, tous les autres, là, qui travaillent avec la biodiversité, ils doivent s'aligner. Hein, parce qu'une loi, c'est pour les Marocains et pour les non-Marocains. Donc, ils doivent absolument payer des... comme il a dit lui, ils ne viennent même pas aux réunions. On fait des réunions pour eux, ils ne viennent pas. Voilà. Merci. Peut-être qu'il faudra faire une recherche dans ce sens, soit une recherche de type sociologique, peut-être que ça peut revêtir un caractère sociologique, ou économique pour voir effectivement pourquoi il n'y a pas, on ne trouve pas d'intérêt à investir dans ce genre de situation, c'est-à-dire de biodiversité. Je passe immédiatement la parole à Hassani. Merci. Je vais aborder la question en fait, des caméras thermiques. Les caméras thermiques, en fait, je vais parler à l'échelle internationale. Puis venir à l'échelle, qu'est-ce qui se passe vraiment? À l'échelle internationale, les caméras de surveillance, la vidéosurveillance, même l'image des satellites, tout ça, c'est plus. Jusqu'à maintenant, parce que vous faites illusion en fait à la détection. C'est les premières alertes qui comptent, comme il a dit. C'est les premières, c'est les 10 minutes d'or qu'on appelle. À l'échelle internationale, les caméras, la vidéosurveillance, il n'est développé que dans les forêts urbaines et périurbaines. Ce n'est pas dans l'espace en fait. Il n'est développé que dans les forêts où il y a une interface forêt-habitat. Et c'est du côté des agglomérations. En fait, on a vu l'incendie dernièrement de Marseille. Il y a des caméras infrarouges, il y a de la caméra de surveillance. Et ça n'a pas empêché, je crois, de prendre. Donc, à l'échelle internationale, pour répondre à votre question, la caméra de surveillance ou la caméra thermique, ils ne sont pas encore à ce point généralisés au niveau de tous les 4 milliards, parce qu'on a 4 milliards de forêts à l'échelle internationale. La planète, c'est 4 milliards d'hectares. Et il n'est pas généralisé, en fait, c'est question de coût-bénéfice, tout simplement. Et c'est ce qui est fait au niveau du Maroc. Le premier projet, il est en cours, en fait, d'établissement, et nous aussi, on s'aligne sur l'international. Les premiers caméras infrarouges seront développés à Rabat, au niveau de la ceinture verte, et au niveau du côté de Technopolis, mais également au niveau c'est de la forêt du côté du Golfe Royal, où il y a des habitations, il y a de l'enjeu, il y a de la vulnérabilité. C'est le premier projet avec l'Union européenne qu'on a, c'est 50-50 le financement, et c'est les premiers qui vont être installés d'ici 2018. Pour répondre, je vous remercie également, en fait, de nous donner cette opportunité pour participer à cet événement. Vous avez cité une question qui est pertinente, c'est les éclosions de feu. Comment vous faites au niveau du Maroc, sachant que vous-même, vous laissez soulier, les pompiers arrivent en retard, c'est ça ce qui se passe. Il faut le dire, d'accord. Mais ça dépend des alertes. Nous, comment on est organisé, sachant que les pompiers n'arrivent pas en retard. Les pompiers, moi, je vis avec. Les pompiers, ils ont depuis la noyade au niveau de la mer, jusqu'aux forêts pour éteindre les feux, jusqu'à l'industriel, jusqu'au bâtiment, jusqu'à un secours au niveau des autoroutes, ils sont pris par les cheveux, au virgule près, à tous les minutes, ils sont. De toutes les manières, c'est un système qui est en train de
d'être en interaction avec les alertes, toute alerte confondue, et avec les réponses. Qu'est-ce qu'on fait pour répondre à votre question? Qu'est-ce qu'on fait au niveau du forêt? Nous, on a 3 niveaux d'alerte. Le premier alerte, c'est un réseau, ce qu'on appelle les guetteurs d'incendie. On a à l'échelle nationale près de 2200 bonhommes. 2200 bonhommes qui ne font que les guets et la surveillance et l'alerte. Ces gens-là, ils ont en leur possession la radio VHF, un portable et des jumelles. Ils ne font que ça. Et ils ont, selon la procédure, l'unité qu'il faut qu'elle alerte. Tout ça, elle est tracée dans ce qu'on appelle l'ordre d'opération des alertes. Premier niveau. Deuxième niveau, c'est les patrouilles. On a 96 patrouilles qui en fait, il y a un itinéraire qu'ils doivent emprunter avec la géolocalisation. Il faut venir peut-être à notre centre pour voir ça. On voit ces véhicules en train de patrouiller. S'il a à taper 50 km le jour J, il doit le taper au niveau des massifs à risque pendant la haute saison. C'est défini en fonction de la cartographie du risque. À J-1 et à J+1, la parade, en fait, de tout ce qui est patrouille pour alerter rapidement. C'est, comme j'ai dit, les 10 minutes d'or. Il faut qu'on court au niveau de ça, et c'est ça la clé. La clé de la réussite, c'est qu'il faut venir au feu très tôt. Si ça prend la dimension au niveau de la photo que je vous ai montrée, tout simplement, l'homme avec ses moyens est réduit au minuscule. Troisième niveau d'alerte, en fait, on a mis un numéro vert. Donc on reçoit pas mal d'alertes, c'est très minime de la part en fait, de la société civile, c'est 0800 000, 0880. On reçoit pas mal d'alertes vis-à-vis de certaines personnes qui sont au bord d'autoroute, même au niveau de Khmis Sahel à l'époque où l'autoroute a été bloquée, on reçoit des appels, on était déjà sur le feu. Voilà rapidement les 3 niveaux de surveillance et d'alerte. Ça arrive parfois qu'on est dans des zones d'ombre. Il y a du suivi également par les magistrats publics qu'on fait avec EFIS. En fait, rapidement, je passerai, d'accord, le système de tout ce qui est préalerte en matière de cartographie du risque. Avec modestie, en fait, j'ai fait mon doctorat d'état là-dessus, en matière de modélisation et de cartographie, d'accord, au niveau du département de géolocalisation, de géoinformatique, au niveau de l'IAV. Et on a fait un modèle de prévision d'éclosion du feu de forêt au niveau du Maroc. Actuellement, il est en cours de généralisation. C'est un des modèles les plus pertinents à l'échelle du bassin méditerranéen. Alors, de toutes les manières, on intègre tous les paramètres. Je ne vais pas rentrer là-dessus au niveau d'un algorithme qui fait tout ce qui est combustibilité, tout ce qui est inflammabilité, tout ce qui est direction du vent, vitesse du vent, température moyenne, également tout ce qui est pente, exposition, parce que le feu, soit dans une pente et dans une exposition ventée et sèche, sans rentrer dans un débat scientifique, peut-être qu'on parlera de ça dans le post-café, mais de toutes les manières, il y a des algorithmes, il y a une équipe, en fait, qui travaille, jour de travail qu'on appelle, c'est des Marocains qui sont derrière, 5 personnes. Je saisis cette occasion pour les remercier. C'est des jeunes ingénieurs qui travaillent derrière ça et qui sont en contact permanent avec l'US Forest Service au niveau des États-Unis et également au niveau des FIS. L'organisation de l'intervention. Le Maroc, il a une procédure, comme j'ai dit, qui fait quoi? C'est une procédure qui est collégiale, c'est les hommes d'art qui est derrière, signée entre le ministère de la Défense et également le ministère de l'Intérieur et également les eaux et forêts, qui fait quoi? Au premier niveau, c'est les eaux et forêts qui interviennent rapidement et avec la protection civile. Le deuxième niveau, c'est l'armée de l'air avec les avions canadaires. On a maintenant 5 avions canadaires et 12 avions de la gendarmerie, c'est le Trust, appuyés par les forces auxiliaires au sol. Troisième niveau, c'est l'armée de l'air également avec les C-130 et avec les places d'armes. Quatrième niveau, que c'est très rare qu'on atteint, c'est la coopération internationale. Rapidement aussi, en fait, c'est une question pertinente. Oui, il y a d'efficacité certainement au niveau, je dis, l'efficacité est ressentie majoritairement dans la superficie brûlée par incendie. On a diminué de 14, 13, 12 jusqu'à aujourd'hui. C'est aux alentours de 6 pendant les 10 dernières années. C'est palpable par rapport à la comparaison du bassin méditerranéen. On est efficace. Actuellement, il y a 3 hectares par incendie à 4 hectares. La question, comme j'ai dit, je la répète peut-être pour nuancer, quelle est la part de votre
efficacité en matière. Est-ce que c'est de la prévention, est-ce que c'est de la prévision, est-ce que c'est de la lutte? C'est très difficile de répondre. Je dis que tout ça, c'est derrière notre réussite. Réellement peut-être, on est scientifique également, je crois qu'il faut engager une étude pour essayer un petit peu de ne pas dire de la sorcellerie, pour essayer un petit peu de faire la part. Pourquoi? Parce que ça dépend au cas par cas. On a 600 départs de feu, ben, il faut calculer pour chaque départ de feu, de voir est-ce que c'est l'alerte, est-ce que c'est l'intervention qui était plus efficace, est-ce que c'est les voies d'accès, voilà, rapidement en fait pour vous répondre, merci. 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 Donc nous arrivons au terme de ces deux thèmes et immédiatement je donne la parole à Sir Aziz Dodge, président de l'association RSO au Maroc, pour nous faire la clôture de cette belle journée. Merci. Je vous remercie donc, je vais remercier les intervenants pour leur présentation, très riche. On a appris énormément de choses aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment l'occasion de découvrir ce qui se fait donc, au niveau des ministères, du Haut Commissariat, des universités. Et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Je pense qu'il faudrait qu'on développe encore plus ces rencontres, de telle manière que le partage soit encore plus ouvert, qu'il y ait en fait des passerelles et des moyens de communication plus importants. On voit qu'il y a toujours un problème entre la recherche et les entreprises, mais je pense qu'il y a aussi le rôle que doit jouer aussi l'administration. L'administration aussi a besoin de recherche pour mettre en place des systèmes aussi sophistiqués, et je pense qu'elle en fait participer également. Et le sujet en fait de savoir qui est responsable, je pense que nous sommes tous responsables. Il faudrait qu'on s'assoie et qu'on dialogue. Et le dialogue est la base de la responsabilité sociétale entre les différentes parties prenantes dont nous sommes tous. Et donc, asseyons-nous, dialoguons, partageons pour un développement durable, pour réussir dans tout ce que souhaite faire donc, le Maroc pour un développement pour les futures générations. Et je vous souhaite donc une bonne continuation et à la prochaine, encore Inch'Allah. Merci.